Le 28 février 1571 est un grand jour dans la vie de Montaigne. C'est son anniversaire, il vient d'avoir 38 ans. Et ce jour-là, il prend une décision capitale. Une de ces décisions qui vous change le cours d'une vie. L'an du Christ 1571, âgé de 38 ans, la veille des calendes de mars, anniversaire de sa naissance, Michel de Montaigne, là depuis longtemps déjà de sa servitude du Parlement et des charges publiques, en pleine force encore, se retira dans le sein des doctes vierges, où, en repos et sécurité, il passera les jours qui lui restent à vivre. Puisse le destin lui permettre de parfaire cette habitation des douces retraites de ses ancêtres qu'il a consacrées à sa liberté, à sa tranquillité, à ses loisirs. Montaigne aspire à la tranquillité. Il faut dire que cette année 1571 se situe dans une des périodes les plus noires de l'histoire de France. Les idéaux de la Renaissance sont en pleine crise. Vous vous souvenez, la reine Margot, Henri de Navarre, le futur Henri IV, Catherine de Médicis, Montaigne et leurs contemporains. Bientôt, en 1572, ce sera le massacre de la Saint-Barthélemy. Des milliers de protestants seront sauvagement assassinés. Le meurtre, les guerres de religion, les révoltes des provinces contre le pouvoir central, voilà l'époque à laquelle notre gentilhomme a décidé d'échapper. C'est assez vécu pour autrui. Vivons pour nous au moins ce bout de vie. Michel de Montaigne est né le 28 février 1533 au château familial près de Bordeaux. Son père, négociant en vin, est un original. Il veut faire de son enfant un homme unique, un grand homme, un érudit. Pour cela, il lui donne une éducation bien singulière. Dès sa naissance, en effet, l'enfant est confié à une famille de paysans du domaine. Il grandit au hameau de Papessus, parmi les petits paysans. Il apprend à parler leur langue gasconne et à vivre dans des conditions plutôt rudes. Le bon père que Dieu me donna m'envoya dès le berceau nourrir un pauvre village des siens, et m'imita autant que je fus en nourrice, et encore au-delà, me dressant à la plus basse et commune façon de vivre. Son humeur visait encore à une autre fin, de me rallier avec le peuple et cette condition d'homme qui a besoin de notre aide, et estimait que je fusse tenu de regarder plutôt vers celui qui me tend les bras que vers celui qui me tourne le dos. À 3 ans, l'enfant revient au château. Son père veut à présent qu'il apprenne le latin comme une langue vivante. Pour cela, il engage un précepteur allemand qui n'entend goutte au français. Avec lui, l'enfant ne parle que latin. Du reste au château, tout le monde parle latin, même les domestiques. À 7 ans, le petit garçon fait son entrée au collège de Guyenne à Bordeaux. Ses professeurs remarquent « Vraiment, on n'a jamais vu d'élève plus doué ». Et pourtant, l'enfant n'aime pas apprendre pour apprendre. Je dirais volontiers que, comme les plantes s'étouffent de trop d'humeur et les lampes de trop d'huile, aussi l'action de l'esprit par trop d'études et de matière. À l'éducation trop livresque, il préfère ce qu'on pourrait appeler l'école de la vie. Endurcissez votre fils à la sueur et au froid. Endurcissez-le au vent, au soleil, au hasard qu'il lui faudra mépriser. ôtez-lui toute mollesse et délicatesse de l'habillement et du coucher, du manger et du boire. Que ce ne soit pas un beau garçon ou un dameret, mais un garçon vert et rude. Vert et rude, soit, mais fils de son père. Devenu maire de Bordeaux, celui-ci offre à son fils une charge au Parlement. Montaigne a alors 25 ans. Il s'occupe des affaires publiques, oui, mais ça ne l'intéresse pas vraiment. Rien de bien passionnant dans la vie de ce jeune homme, jusqu'au jour où il fait la rencontre d'Étienne de la Boétie. Étienne de la Boétie, de 3 ans, son aîné, est comme lui, conseiller au Parlement. Il est cultivé, talentueux, brillant. Montaigne s'exalte, il pense avoir trouvé en lui l'ami de toute une vie. Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut exprimer qu'en répondant « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Pendant 5 ans, Montaigne va connaître les bonheurs de l'amitié, de la complicité, de l'échange. Mais voilà, Étienne de la Boétie est fragile. Il meurt de maladie à l'âge de 33 ans. Et soudain, tout s'écroule pour Montaigne. C'est le désespoir. Sa vie a perdu son sens. Depuis le jour que je le perdis, je ne fais que traîner languissant. Et les plaisirs mêmes qui s'offrent à moi, au lieu de me consoler, me redoublent le regret de sa perte. Nous étions à moitié de tout. Il me semble que je lui dérobe sa part. Quelques mois plus tard,
Montaigne se marie. Il est probable qu'il obéit davantage à la raison qu'à un élan du cœur. Son souhait le plus cher est de rendre célèbre la mémoire de son ami disparu. Sur son lit de mort, la Boétie lui a légué sa bibliothèque et ses écrits. Montaigne veut publier les écrits de son ami et puis rentrer en lui-même. Désormais, c'est à travers les livres, à travers ces lectures qui formaient la matière de leurs échanges, qu'il va poursuivre le dialogue. Le plus fructueux et naturel exercice de notre esprit, c'est à mon gré la conférence. J'en trouve l'usage plus doux que d'aucune autre action de notre vie. Oui, mais pour vivre selon son désir, il lui faudra attendre la mort de son père. Et nous voici revenus à ce fameux jour de ses 38 ans. Montaigne ose enfin démissionner de ses charges publiques. Il s'installe avec son épouse dans le domaine dont il est l'héritier. Il n'a pas de problème d'argent. Enfin maître de son temps, il commence à rédiger son œuvre. Il y travaillera pendant 20 ans, jusqu'à sa mort. C'est une épineuse entreprise, et plus qu'il ne semble, de suivre une allure si vagabonde que celle de notre esprit, de pénétrer les profondeurs opaques de ses replis internes, de choisir et arrêter tant de menus airs de ses agitations. Les essais. A-t-on jamais écrit un livre pareil? Ce n'est pas un journal intime. Pourtant, Montaigne y consigne aussi bien ses lectures, ses rencontres, que telle ou telle situation de sa vie. Pour lui, ce ne sont là que prétextes à l'exercice de son jugement. Il ne propose jamais de jugement tout fait. Il expose le récit des étapes de sa réflexion, d'une situation de départ à une proposition de jugement. Ainsi, on trouve dans les essais une multiplicité invraisemblable de sujets. Cet ensemble n'est disparate qu'en apparence. Ce qui lui donne son unité, c'est la permanence de l'attitude intellectuelle de Montaigne. Sur chacun des sujets qu'il aborde, il essaie de formuler un jugement valable, mais jamais définitif, car tout jugement peut toujours être reconsidéré. Et Montaigne demande à son lecteur d'en faire autant. S'il ne conclut pas son essai, au lecteur de le faire. Toute cette fricassée que je barbouille ici n'est qu'un registre des essais de ma vie. D'abord envisagé comme un hommage aux œuvres inédites de son ami la Boétie, les essais deviennent peu à peu l'objet d'une toute autre ambition. Montaigne s'est pris au jeu. Il veut produire une œuvre philosophique, un peu comme celle de Plutarque, qui vient d'être traduite en français par Amiot. Et très vite, Montaigne avoue ne rien comprendre au tintamarre de tant de cervelles philosophiques. Les philosophes, je les trouve avoir raison chacun à son tour, quoiqu'ils se contrarient. Mon jugement flotte, il vague. Je ne suis pas philosophe. Du coup, Montaigne n'expose pas un système et pas davantage une doctrine. Mais il raconte le cheminement de sa pensée et les fluctuations de son jugement. Finalement, il n'y a aucune constante existence, ni de notre être, ni de celui des objets. Et nous, et notre jugement, et toute chose mortelle vont coulant et roulant sans cesse. Ainsi, il ne se peut rétablir rien de certain de l'un à l'autre, et le jugeant et le jugé étant en continuelle mutation. Je ne peins pas l'être, je peins le passage. En se peignant, en peignant toutes les nuances de son paysage intérieur, Montaigne est persuadé qu'il ne se limite pas à sa particularité. Non, c'est ainsi qu'il peut tendre à l'universel. Chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition. Cette humaine condition, elle ne se situe pas dans une dimension intemporelle, mais bien dans une époque donnée. Une époque de crise sans précédent, nous l'avons vu. Le christianisme est ébranlé par les réformes. L'Europe est déchirée par les guerres de religion depuis 1562. Et puis, les idées de Copernic se répandent. Le ciel et les étoiles ont branlé 3000 ans. Tout le monde l'avait ainsi cru, jusqu'à ce qu'on s'avisa de maintenir que c'était la Terre qui se mouvait. Copernic a si bien fondé cette doctrine qu'il s'en sert très régulièrement à toutes les conséquences astronomiques. Que prendrons-nous de là? Et qui sait qu'une tierce opinion, d'ici à 1000 ans, ne renverse les deux précédentes? Il y a là de quoi donner le vertige. L'expérience de nos sens qui nous fait voir le soleil se lever et se coucher, et les croyances religieuses qui plaçaient la Terre au centre de l'univers, ne s'accordent plus avec les vérités rationnelles de la science nouvelle. Alors, à qui se fier? Montaigne trouve une actualité au scepticisme antique.
Le seul point fixe dans cet univers totalement incertain, c'est le doute, c'est la suspension du jugement qui permet d'éviter l'enfermement dans des certitudes que le temps peut, à chaque instant, rendre caduques. Car quelque apparence qu'il y ait en la nouvelleté, je ne change pas aisément, de peur que j'ai de perdre au change. Et puisque je ne suis pas capable de choisir, je prends le choix d'autrui, et me tiens en l'assiette où Dieu m'a mis. Ainsi me suis-je, par la grâce de Dieu, conservé entier, sans agitation et trouble de conscience, aux anciennes créances de notre religion, au travers de tant de sectes et de divisions que notre siècle a produites. Montaigne sacrifie la nouveauté au nom du bonheur de jouir de soi. Pas la peine de chercher à révolutionner le monde à coups de certitudes ondoyantes et diverses. Mieux vaut se tenir en soi-même. Et le monde est si divers. Montaigne le voit bien à travers tous les voyages qui le conduisent, notamment pour soigner sa maladie des reins, à travers la France, en Italie et en Allemagne. Le voyager me semble un exercice profitable. L'âme y a une continuelle exercitation à remarquer des choses inconnues et nouvelles. Et je ne sache point meilleure école, comme j'ai dit souvent à former la vie, que de lui proposer incessamment la diversité de tant d'autres vies, fantaisies et usances, et lui faire goûter une si perpétuelle variété de formes de notre nature. Montaigne a toujours su trouver son bonheur face aux situations les plus diverses qu'il a rencontrées. Cela l'a conduit à s'éloigner du stoïcisme auquel son ami la Boétie l'avait initié, pour forger ses propres règles de vie en s'inspirant de ses lectures épicuriennes. Ainsi, après avoir soutenu que philosopher, c'est apprendre à mourir. Il préférera écrire. Pour moi, donc, j'aime la vie et la cultive telle qu'il a plu à Dieu de nous l'octroyer. Je ne vais pas désirant qu'elle fût double, ce sont plaintes, ingrates et iniques. J'accepte de bon cœur et reconnaissant ce que la nature a fait pour moi. En 1580, Henri III demande à Montaigne d'assumer la charge de maire de Bordeaux. Montaigne fait contre mauvaise fortune bon cœur. Durant 4 ans, il sacrifie une dernière fois sa tranquillité au profit de l'activité publique. Mais il le fait avec beaucoup de mesure. Lorsque la peste éclatera à Bordeaux, il refusera de rejoindre ses administrés. On le comprend. À quoi bon courir les risques d'une épidémie? Revenu sur ses terres, Michel de Montaigne succombe le 13 septembre 1592, à l'âge de 59 ans, à une attaque, d'hémiplégie probablement. Il meurt, tandis que l'on célèbre une messe dans sa chambre. C'est une absolue perfection, et comme divine, de savoir jouir loyalement de son être. Nous cherchons d'autres conditions, parce que nous n'entendons l'usage des nôtres, et sortons hors de nous pour ne savoir quel il y fait. Si nous avons beau monter sur des échasses, car sur des échasses encore faut-il marcher sur nos jambes, et au plus élevé trône du monde, si ne sommes assis que sur notre cul.